Salut Bois. Oui. Ça dirait un petit jeu de rôle sur le pouce? Ah bah oui. Oh bah écoute, j'ai un très bon jeu, ça s'appelle Earthdown. C'est très bien parce que ça utilise toute la gamme de dés. Ah bah oui. Alors, bon, est-ce que tu veux jouer à un mage? Ah bah oui. Alors, bon, la magie c'est vraiment... Bon, c'est simple hein, dans Earthdown. Du coup, en fait, ouais, ça fonctionne très simple. Hein. En fait, il y a des concepts de trame avec des architrames. Comment le baptême de ton personnage est important. Il y a des objets. Voilà, des motifs de trame, des objets de trame mineurs, des objets de trame majeurs, et des objets de trame essentiels. Et en fait, tout ça fonctionne sur des filaments, et tu fais des matrices de sorts. Ah ben oui. Bon, bah du coup après, il faut que tu choisisses. Tu peux avoir la magie des filaments, bien sûr. Euh, voilà. Alors avec tissage d'un filament, table de difficulté du tissage. Ben oui. Limite des filaments, effilochage, mais alors il y a d'autres magies, il y a la magie du sang, la magie des sorts, alors avec un table des seuils d'apprentissage de sorts. Oui, voilà, hein. Avec des filaments de sorts, voilà, détermination des effets, lancement du sort au moyen d'une matrice, magie des matrices, donc il y a une table des matrices. Eh ben oui. Voilà, lancement depuis un grimoire, avec ça en 4 étapes simples, hein, harmonisation du sort, tissage des filaments, test d'incantation, détermination des effets et de la durée. Eh ben... Bon, ok, et attends, c'est pas tout, hein. Regarde, j'ai plein de... Il y a tout ce qu'il faut, hein, regarde, hop, il y a des suppléments selon où est-ce qu'on va, voilà, bar save, hop, un petit bestiaire, bon bah ça c'est un scénario, ah, ça c'est encore un scénario. Le compagnon, ça c'est super pour... parce qu'en fait, pour étoffer un peu plus ton personnage. Bah oui, parce que là, bon... sinon, on passe que 3 heures sur la création, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plein de... Oh là là, des nouveaux sorts. Regarde, des nouvelles tables. Table de défense magique. Oui. Table du temps d'étude. Table des difficultés de tissage. Oui. Allez, franchement, on se fait une petite session de 0 de 5 heures, le temps de bien caler tout ça, et puis après on joue. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. On se retrouve pour continuer cette série sur le plus ou moins. Bon, je sens que ça va être plutôt plus que moins, puisque du coup, c'est une série qui devait faire 3 ou 4 épisodes, et finalement, j'ai rajouté 3 épisodes, quoi. Donc, parmi les nouveaux qui étaient pas prévus, il y a celui qu'on a fait juste avant, là, qui était, je sais plus, sur comment simplifier, quoi, grosso modo, quoi. Et a eu l'abstraction, c'est pas sale. Celui d'avant, également, comment simplifier sa maîtrise, c'était improvisé. Et encore un épisode, enfin, pas improvisé, c'est-à-dire que j'ai rajouté à la liste, quoi, qui n'était pas scripté au départ. Aujourd'hui, on va se poser la question de comment simuler la complexité. Bon, je pense que là, sur les 2 épisodes précédents, j'ai plutôt fait l'éloge de la simplicité. Mais à nouveau, de toute façon, ça va être tout le débat de cette série. Comment faire pour ne pas non plus être simpliste? Eh bien, on va se poser des questions, c'est plutôt maîtrise, éventuellement game design, sur les fois où on a envie en fait de présenter des choses complexes. Alors, pour comprendre c'est quoi la complexité et comprendre c'est quoi cet intérêt, je vais partir en fait d'une réflexion que je me suis faite. J'ai mis un commentaire d'ailleurs sur la vidéo précédente. Après avoir tourné la vidéo sur l'abstraction, je me suis fait cette réflexion-là. J'ai dit, ce que j'avais dit, les gens intelligents n'ont pas d'histoire. On pourrait dire les gens compétents n'ont pas d'histoire pour pas mettre le succès des personnages uniquement sur leur intelligence, mais c'est peut-être sur leur force, sur leurs capacités et habilités diverses, quoi. Donc, ce truc de les gens intelligents n'ont pas d'histoire, je pense avec le recul que ça peut être nuancé. Parce que en fait, dans la vraie vie, il arrive plein de dingueries à des gens intelligents, compétents et préparés.
simplement du fait qu'il y a des dysfonctionnements systémiques, parce que le monde est complexe, voilà, il y a des intérêts divergents, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens compétents avec des intérêts divergents qui donc du coup se causent des problèmes les uns aux autres. Euh, il y a des pénuries, des guerres, etc. Et ça, c'est aussi une chose qu'on peut émuler en jeu de rôle. L'idée, c'est que on va jouer des gens intelligents, compétents et préparés, à qui il arrive quand même des dingueries, parce que le monde est complexe, parce qu'il y a des crises, tout simplement. Et voilà, et du coup, être intelligent, compétent et préparé ne suffit pas à éviter tout danger. Ça permet, en fait, d'avoir des aventures, quand bien même on aurait des personnages qui ne sont pas ridicules, qui ne sont pas des losers ou des noobs. Mais ça implique en fait de combattre ce fameux concept d'équité, comme quoi, voilà, des personnages compétents et préparés pourraient être hors de danger. Donc, parce que en fait, voilà, du coup, il faut oublier certaines notions qu'on appelle des notions de justice, quoi. Donc, je te renvoie à mon article Justice pour mon jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire qu'on va développer un monde complexe, du coup, qui est par essence un monde relativement chaotique, et du coup qui peut paraître un peu injuste, puisque à nouveau il va y arriver des dingueries, des crises, des problèmes, voire même des drames, à des personnages pourtant compétents et préparés. Donc voilà, grosso modo, la complexité, c'est tout simplement un monde vaste avec beaucoup de paramètres, beaucoup de dynamiques différentes, qui interagissent les unes avec les autres et qui provoquent des crises. C'est ça qu'on va appeler complexité dans le cadre de cette vidéo. Et la question, c'est comment on peut la rendre en partie, comment on peut créer cette complexité, ou au moins comment on peut créer l'impression de complexité. Parce que il y a une première impasse qu'on va essayer, qu'on va de toute façon éviter parce qu'on ne peut pas l'atteindre. C'est tu ne peux pas vraiment simuler la complexité réelle d'un monde. Enfin, tu vois, si je voulais faire un jeu de rôle, la planète Terre RPG, où vraiment j'essayais je pourrais pas en fait, parce que il faudrait que je mette en place des notions de physique, de sociologie, de chimie, de biologie, hyper complexes que personne ne maîtrise dans son intégralité, tu vois. Et encore, voilà, évidemment, nos connaissances scientifiques, elles ont également des limites en plus de ça. Mais bon, bref, en fait, on n'y arriverait pas, quoi. Ce serait donc. Et de même, tu peux pas. En fait, tu peux pas te dire, je vais simuler la complexité par la complexité. C'est-à-dire que avoir un système de règles complexe, eh bien, n'est pas forcément la meilleure façon de rendre la complexité. Bah, tout simplement parce qu'on tombe dans le piège de l'usine à gaz. Je vais prendre un exemple, c'est le hacking dans Shadowrun édition 4. Oui, mes références sont ultra précises. J'avais joué à un hacker, donc dans Shadowrun édition 4, et donc le MJ m'a dit, bon écoute, si tu veux jouer à un hacker, il faut absolument que tu lises les règles de hacking. Je dis, bon bah ok, je vais les lire. Et les règles faisaient 30 pages à 4 doubles colonnes, ce qui veut dire grosso modo c'est l'équivalent de 100 pages d'un roman, hein. Et en fait, grosso modo, le hacking dans Shadowrun, c'était... j'ai l'impression que c'était globalement assez inspiré de ce qu'est le piratage en réalité. Après, c'était transposé dans un contexte de réalité virtuelle, hein, dans le sens où voilà les sécurités informatiques, bah, ce sont des espèces de ce qu'on appelle des glaces, ou c'est des espèces d'entités virtuelles dans la réalité virtuelle qu'est l'espace cybernétique de la corpo que tu veux hacker et tout quoi. Bon, bah, voilà, ça, c'était à la limite c'était purement cosmétique. Il y avait des trucs un peu plus cyberpunk qui étaient intégrés, que le câble s'interfaçait en jack ou s'interfacer en Wi-Fi, le fameux truc que tu pouvais avoir des feedbacks et te griller les neurones, en fait, si tu tombais face à des glaces suffisamment vénères pour être capable carrément de te griller les neurones. Bon, passons. Mais bon, grosso modo, pour faire un hacking, mais même vraiment un hacking entre guillemets routinier,
il y avait, en fait, il y avait une table de récap, et grosso modo, il fallait faire une dizaine de jets de dés, quoi. Et bon, bah, bien sûr, Shadowrun, c'est des jets de dés où on jette des breux de dés, on compte des réussites, enfin, c'est pas non plus des jets de dés très très simples à faire, quoi. Voilà, et c'est en fait tu le fais une première fois, c'est rigolo. Après, bon bah quand tu dans le cadre d'une aventure, faut faire un hacking rapide et tout, mais tu peux pas le faire rapidement parce que tu dois faire une série de 10 jets de dés et tout avec toutes les conséquences. Ok, moi j'ai ouvert une backdoor machin et tout. En fait, à nouveau, je pense que c'était pas très intéressant et qu'il y avait sans doute moyen de rendre le piratage, les fondements du piratage, les rendre plus simples, avec moins de jets de dés, et éventuellement de rendre certaines actions de piratage par moment particulièrement spectaculaires et détaillées et tout, mais plutôt par de la narration que par multiplier 15 000 jets de dés, quoi. Euh, Et globalement, je me demande à quel point on pourrait pas remplacer ce genre de système de hacking euh, par voilà par un système monde simple mais puissant quoi, qui est que grosso modo, quand tu veux hacker, tu rentres par effraction dans un autre monde hostile euh, et tu te fais blesser. Comment? C'est pas si tu te fais attaquer, c'est pas ton corps qui se fait blesser, mais ton cerveau quoi. Voilà. Et c'est tout quoi. En fait, l'idée de ce qu'on appelle le système monde, c'est-à-dire créer un univers qui est fait de règles en fait, enfin des règles univers quoi, qui sont à la fois simples mais nombreuses, parce que voilà, du coup tu peux avoir t'as cette partie-là pour le hacking, tu peux avoir des concepts pour tout ce qui est cybernétique et tout. Plus on se cybernétise, plus on devient puissant, mais plus on perd son humanité. Voilà, ainsi de suite, quoi. Et plus on est sensible au piratage. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le système monde, en fait, qui est, je pense, une approche, euh, une approche à creuser dans le cadre de voilà, le système monde. C'est justement une sorte de monde logique qui couvre différents aspects de la vie et qui prévoit justement quand même pas mal les interactions dans son ADN même, quoi. Et qui se concentre beaucoup plus sur la logique de l'univers que sur rajouter de la complexité, tu vois, en termes de mécanique, en termes de jet de dés et compagnie, quoi. Autre façon de... Donc en fait, mon grosso modo, je pense que tu commences à voir que mon propos va être moins de, il faut simuler, en fait, que simuler la complexité, c'est présenter des situations qui ont l'apparence de la complexité, tout en gardant, en réalité, une relative simplicité, qui fait que cognitivement, à la table, tout le monde va à peu près s'en sortir, quoi. Euh, donc, comment on fait cette crari complexité, quoi? Eh bien, il y a par exemple proposer des situations qui sont habituellement perçues comme complexes. Par exemple, la bataille, c'est, je trouve, le parangon de la situation perçue comme complexe. Mais après, il y a des façons de la simplifier sans pour autant sacrifier à sa nature même, hein. Ah, c'est-à-dire que je considère pas que jouer une bataille ou juste c'est la bataille et du coup toi tu fais un 1v1 contre un monstre dans la bataille ça se résume à toi, pour toi le reste est de la description autour. Bon là on a un peu trop sacrifié à la complexité. Donc par exemple une bataille ça peut être en fait que pour les PJ vont être confrontés à une grappe de problèmes à prioriser, ils peuvent pas gérer tous les problèmes. Donc il y en a qui vont être délégués au PNJ et donc au hasard quoi. Euh, et ces problèmes vont peser voilà, sur l'issue de la bataille, mais ils peuvent aussi concerner des choses plus personnelles pour les PJ, genre leurs frères d'armes sont en danger, des choses comme ça. Il y a une notion de brouillard de guerre. Une bataille, voilà, c'est quelque chose de chaotique, on peut pas tout percevoir. Donc, on va beaucoup solliciter les sens des PJ
et tout ce qui est activité sensorielle de type partir en éclairage, envoyer des espions, je sais pas, essayer de survoler la zone, utiliser des perceptions magiques. Donc ça peut être via des jets de dés, ça peut être aussi en player skill. Je te rappelle par exemple la méthode des 4 niveaux de description, hein, voilà, qui est une façon de gérer la perception sans utiliser les dés. Les 4 niveaux de description, c'est parfaitement adapté à une bataille. Je vais pas m'étendre, et puis bon, également, le troisième aspect donc d'une bataille, donc j'ai dit grappe de problèmes à prioriser, brouillard de guerre, et également événements aléatoires. C'est-à-dire que l'avantage des événements aléatoires, c'est ça fait que même MJ n'a pas vraiment un contrôle absolu sur ce qui se passe. Et donc du coup, MJ aussi va avoir cette perception de la complexité et son ressenti va contaminer le reste de la table. Vous allez voir que votre MJ est surpris en fait par ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, c'est très bien pour le ressenti de complexité. Pour aller plus loin sur la notion de bataille, je te renvoie à ma vidéo sur comment jouer une bataille. Alors voilà, donc une première proposition, ça peut être voilà, de proposer des situations qui sont habituellement perçues comme complexes, et donc même quand on les simplifie, parce que là je t'ai quand même simplifié c'est quoi une bataille, on a quand même cette impression de complexité. Mais on peut aussi révéler la complexité d'environnements qui sont habituellement perçus comme simples. Typiquement, un village, voilà, vous rentrez dans un village, généralement, pour tes joueurs, un village, c'est un truc simple, c'est juste un décor, un papier peint, il n'y a pas grand chose à y faire, ils vont interagir avec 2 PNJ ennemis, c'est juste une étape sur l'aventure, et voilà quoi. Mais bien sûr, en vérité, un village, il peut y avoir, je sais pas, une centaine d'habitants, et du coup, c'est une centaine d'histoires qui s'entrecroisent et tout, il peut y avoir plein de bails et tout, il y a plein de métiers différents, plein de rumeurs, plein peut-être de trucs surnaturels qui se trament dans tous les sens et tout. Et donc, en vérité, tu peux jouer une campagne entière dans un village, il n'y a pas de problème, hein. Donc, l'idée, je te dis pas qu'il faut le faire, de jouer une campagne entière dans un village, mais tu peux quand même, des fois quand les PJ arrivent dans le village, avoir prévu quand même un petit bac à sable pour ce village, et que tu montres qu'il se passe beaucoup de choses. À nouveau, quand bien même, peut-être que les PJ ne vont pas rester longtemps dans le village et que une bonne partie de ta préparation va être ajoutée aux orties. Et là, on rentre dans aussi une question sur simuler la complexité. Ça peut être justement par la préparation de bac à sable, et un véritable bac à sable, c'est une préparation en grande partie jetable. Hein. Si tu fais pas un vrai bac à sable, si en fait t'as prévu que les PJ arpentent tout ton bac à sable en long, en large et en travers. Un véritable bac à sable, c'est que les PJ vont aller là où ils ont envie, là où ils ont le temps, et il y a tout un tas de choses qu'ils vont pas explorer. Peut-être qu'on va en voir des conséquences, peut-être pas parce que ça va vraiment pas être dans le entre guillemets dans le champ de perception des PJ. Il se passe des dingueries dans les égouts, mais les PJ ils sont jamais descendus, donc ils seront jamais au courant de ce qui s'est passé de absolument dingue là-bas. Ou tout simplement que toi, MJ, il est très possible que cognitivement, tu ne te sentes pas en capacité de gérer des événements qui se passent hors du champ de perception des PJ, et du coup tu vas laisser les choses un peu stagner là où ils n'ont pas mis les pieds. Après, voilà, ça c'est un truc qu'il faut s'interroger. Donc l'idée, je pense, une complexité, notamment au niveau de l'environnement social de ton jeu, c'est la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, quoi. C'est-à-dire que même au sein d'organisations, qui ont le même but, les PNJ sont pas forcément au courant de ce que font leurs collègues et tout, parce qu'ils sont pas forcément coordonnés, ou parce que volontairement il y a une dissociation de l'information, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est sociétés secrètes sont probablement divisées en cellules, tu vois, qui ont des grosses marges d'initiative, qui se tiennent pas au courant les unes des autres et tout.
Et donc là, voilà, le principe de la cellule terroriste ou de société secrète, tout ça, ça illustre parfaitement ce côté la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Alors, si on commence à parler de factions concurrentes, évidemment que la main gauche, elle sait encore moins ce que fait la main droite. Donc, l'idée, c'est de préparer un environnement où les PNJ agissent sans se concerter, et ça crée évidemment des crises, des collisions. Et l'idée, c'est il va falloir chercher à l'émuler d'une façon ou d'une autre. Euh, alors, cette complexité, on peut la simuler par le jeu à secret, mais on peut aussi y préférer ce que j'appellerais un jeu à information asymétrique. C'est-à-dire, voilà, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand secret que personne ne connaît, genre en fait Cthulhu il vit dans la mer juste à côté et personne ne le sait, à part il y a il y a plein d'informations qui sont connues par chacune par quelques personnes. Et en fait, si on arrivait à mettre tout en commun, il y aurait plus de mystère, quoi. Et donc l'idée, c'est que il faut que les PJ en fait naviguent de PNJ en PNJ, de source d'information en source d'information, pour commencer à reconstituer le puzzle, quoi. Un type de jeu qui me semble pas mal pour simuler la complexité, et par son game design notamment, c'est Braunstein. Braunstein, c'est un vieux wargame qui est un des précédents, une inspiration principale en fait pour Donjons et Dragons. Et grosso modo, si j'ai bien compris, à nouveau j'ai peut-être pas bien compris, mais Braunstein c'est une espèce de village fief médiéval, ouais médiéval. Hein. Après bah, il y a Blackmoor qui est la version médiévale fantastique. Donc dans Braunstein slash Blackmoor, donc t'as cette espèce de village communauté. Euh, et en fait, oh putain. Et alors, bon, si vous êtes fan de Blackmoor et Bronstein et que j'ai dit des bêtises, venez m'exploser, il n'y a pas de souci. Je suis pas exactement sûr que moi. Bon, on va dire que ce que je te décris, c'est un pseudo Bronstein. J'envoierai aussi aux articles sur Kronstein, qui est une variation un peu plus moderne par Coco. Mais bon, grosso modo, t'as un environnement complexe, c'est-à-dire une communauté, donc avec de la gestion de fief. Sous la communauté, il y a un donjon à explorer. Il peut y avoir à l'extérieur de la communauté éventuellement des outdoors à explorer, tu vois. Peut-être aussi possiblement des attaques venant de l'extérieur, tu vois. Donc déjà des fronts multiples. Et une notion qui est importante, c'est vraiment là-dessus que je voulais venir dans Braunstein, en plus du fait que les PJ ont de la gestion de fief, en même temps du dungeon crawl, des aventures outdoor à gérer, qui sont un peu sur tous les fronts, c'est que il y a toute une phase en fait où les PJ se concertent entre eux et en fait grosso modo font des plans, donnent des ordres et tout et font ensuite un rapport partiel au MJ sur leurs activités parce qu'ils peuvent se mettre d'accord entre eux sur certains points, faire des alliances, le jeu politique est important et tout. Et ça, MJ n'y a même pas accès forcément à toute leur alliance, leur petite magouille entre PJ, quoi. Et donc, c'est intéressant parce que on va recréer aussi de la complexité pour MJ, quoi. Un peu comme dans Arbre, où une bonne partie de la feuille de personnage est cachée pour MJ, et MJ va découvrir des nouveautés au fur et à mesure de la campagne sur les personnages. Voilà. Autre... grosso modo, voilà, pour créer la complexité, moi j'aime bien l'interaction entre PJ, avoir une carte relationnelle complexe entre PJ et tout, qu'ils aient beaucoup de choses à faire entre eux. Voilà, ce qui fait qu'on... MJ aussi a de la complexité à gérer, c'est sympa. Euh, on peut rajouter de la complexité aussi, tout simplement en apportant la narration partagée. C'est-à-dire que du coup, les PJ eux-mêmes vont balancer des rumeurs, vont participer au world building continu et tout. Et donc, ça va rajouter beaucoup plus de détails dans le monde.
Donc pourquoi pas, la narration partagée, je pense que c'est une très bonne piste pour simuler la complexité. Autre possibilité, l'appareil qui va créer, du coup, qui va, je trouve, parfaitement émuler ce côté, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, c'est tout simplement, c'est pas si simple, mais jouer avec beaucoup de PJ, beaucoup. Et donc, par exemple, je te renvoie donc à ma vidéo qui s'appelle justement comment jouer avec plein de personnages, et notamment, je t'avais expliqué dans cette vidéo comment je jouais, pouvais jouer à 15 personnes, voire beaucoup plus, avec les centres et tout. Grosso modo, il n'y avait pas vraiment de MJ. Le jeu était essentiellement basé sur les interactions entre PJ, quoi. Et donc, plus t'as de PJ, plus t'as de brouillard de guerre et de complexité, quoi. On a aussi un concept de jeu qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est le concept de Living City. Living City, donc c'est grosso modo, c'est un urban crawl, quoi. C'est un environnement urbain qui peut être Medfad, mais qui peut être contemporain ou SF. Hein. T'as cet environnement urbain, donc déjà, voilà, l'urbanité, c'est déjà forcément quelque chose de assez perçu comme complexe. Donc c'est très bien pour ça. Et puis également, il y a un principe de MJ tournant, quoi. C'est-à-dire que la même ville peut être maîtrisée par des MJ différents qui après sont censés quand même se coordonner, partager leurs infos sur comment les choses ont évolué. Et ça, voilà, on va créer une sorte de vertige de complexité comme ça. Et d'ailleurs, la complexité peut être dans l'autre sens avec le principe de table ouverte. Alors, un MJ fixe, mais des PJ qui varient et tout. Et là, on va retrouver à nouveau ce phénomène de main gauche qui sait pas ce que fait la main droite et tout. Et donc de sensation de complexité, tout simplement qu'on a simulé par l'asymétrie de l'information, quoi. Alors, l'apostrophe asymétrie de l'information. Alors, un exemple, pour le coup, j'aurais peut-être dû commencer par ça, un exemple de jeu qui choisit de simuler la complexité par une simplicité extrême, c'est Mars Colony. Mars Colony, tu joues un terraformateur en fait de la planète Mars, un administrateur d'une colonie martienne, et il y a beaucoup de problèmes extrêmement complexes à gérer, et tu es un peu une personne qui est censée prendre des décisions très impactantes pour la colonie martienne. Et donc, par exemple, tu vas dire, bon, bah là, vu le problème qu'il y a, on a un problème de, je sais pas quoi, de source d'oxygène. Tu vas décider, bon, bah très bien, ce qu'on va faire, c'est que on va priver certaines zones d'oxygène. Et on considère que si on fait ça, on devrait pouvoir résoudre la crise de l'oxygène sur la colonie. Donc voilà, tu prends une décision, quoi. Tu trouves une solution, quoi. Et en fait, on jette le dé pour savoir si ta solution, elle fonctionne. Mais en fait, grosso modo, jeter le dé, c'est juste un pile ou face. Enfin, apparemment, c'est à peu près ça. Enfin, c'est visible, en fait, que ta solution n'a pas d'impact sur la qualité du lancer de dé, quoi. Donc ça veut dire que tu sais pas vraiment si t'as fait une solution très maligne ou une solution pourrave. Et surtout, si ça réussit, tu sais pas si c'est grâce à ta solution ou grâce à d'autres choses qui se sont passées dans la colonie. C'est-à-dire, t'as beau être administrateur principal de la colonie, il est fort probable que les autres colons prennent des décisions sur la gestion de l'oxygène, des micro-décisions qui vont s'additionner, et qui vont avoir un impact positif ou négatif. Donc que tu réussisses ou que tu échoues le jet de dés, en fait tu sais pas si ça réussit grâce à ton personnage ou malgré ton personnage, pareil pour l'échec. Et donc ça crée ce sentiment de complexité parce que apparemment c'est vraiment le sentiment que voulait proposer l'auteur du jeu, Mars Colony, de dire en fait quand tu dois administrer des systèmes complexes, en fait peut-être que tu as une prise sur le système, mais tu n'as aucun moyen de la mesurer, cette prise, en fait. Donc tu prends des décisions, tu prends des mesures, mais tu sais pas, en fait, si elles sont utiles ou contre-productives et tout, et tu sais pas du tout quels sont tous les autres facteurs qui influent sur l'évolution de la crise. Alors après, c'est intéressant,
on peut pas non plus s'empêcher de trouver un tel game design extrêmement frustrant, quoi. La plupart des joueurs ont envie d'avoir un impact et que cet impact il soit visible de façon visible dans la mécanique, dans le principe de j'ai une bonne idée, j'ai un bonus, quoi. Autre approche qui, je pense, est intéressante pour simuler la complexité, c'est le concept de black box gaming, quoi. C'est-à-dire que concrètement, le black box gaming, ça veut dire que ça c'est une approche notamment que tu as dans le Free Kriegspiel Revival. Je t'envoie l'excellente vidéo sur ce mode de jeu. C'est également un mode de jeu que tu as dans le jeu Hurlement. Le jeu en black box, en chambre noire, c'est un jeu où en fait MJ n'explique pas aux joueurs c'est quoi le système de jeu. Euh, ça peut aller ça peut aller jusqu'à les joueurs ne jettent pas les dés, c'est MJ qui jette tous les dés derrière l'écran, ou les joueurs peuvent jeter les dés, mais en fait elles n'ont pas accès à leur propre feuille de personnage, elles jettent des dés, mais elles savent pas quels sont les bonus, quels sont les seuils de difficulté et tout. Alors, c'est pas forcément cette partie-là du black box qui m'intéresse dans le cas de simuler une complexité, mais par contre, c'est le côté de MJ qui va aussi tirer sur des tables, gérer des conflits entre PNJ et tout, enfin, gérer un environnement, quoi, derrière l'écran. Donc ça peut être par exemple, tu as une carte à hexagone, les PJ progressent, mais tu as aussi tes PNJ qui font des manœuvres. Donc tu joues une sorte de mini wargame sur ton hexagone en solo MJ, et tu fais de temps en temps quelques jets de dés pour voir comment la situation évolue, mais sans jamais expliquer à tes joueurs ce que tu fais, quoi. Et là, moi je pense que c'est quand même une belle chose pour gérer la notion de brouillard de guerre, quoi. Euh, et du coup, ça me permet de te parler du concept de Westmarch, qui je trouve est pas mal dans notre thématique du jour. Donc la Westmarch, c'est un style de jeu de l'OSR. La Westmarch ou Marche de l'Ouest, en fait, c'est des aventures c'est un type de campagne OSR plutôt axé sur la découverte d'un territoire vierge ou éventuellement d'un territoire jadis cartographié et occupé par l'humanité, mais qui depuis est retourné au sauvage ou retourné dans l'emprise des créatures non humaines et tout, et donc dont on ne sait plus grand chose, donc dont on n'a plus trop de nouvelles. D'ailleurs, quelque part, là, le jeu que je t'ai montré, Hearthstone, c'est un jeu assez Westmarch compatible, parce que c'est un jeu où, en fait, l'humanité ressort, enfin, l'humanité, les créatures sentientes, ressortent d'abri après un épisode apocalyptique et redécouvrent le monde. Donc voilà. Et l'idée, c'est qu'on part d'une forteresse, en fait, qui est qui est à l'est, hein, je crois, hein. Et tu vas aller vers l'ouest, explorer les terres vierges. C'est une mode de jeu que tu peux avoir dans Oltré, par exemple, hein. Et donc généralement c'est à base d'exploration d'hexagones, quoi. Et ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment très bien pour simuler la complexité parce qu'il y a vraiment une plongée dans l'inconnu. Et l'exploration est l'enjeu principal de ce type de campagne. D'autant plus qu'il peut y avoir, il y a une deuxième complexité qui s'ajoute, puisque du coup il y a l'implantation éventuellement de forts, de colonies, la sécurisation des routes, l'organisation d'expéditions, donc aussi il y a tout un aspect logistique qui va se greffer, quoi. Donc il n'y a pas que l'exploration qui est l'inconnu, tu vois, il y a aussi la logistique. Donc tout ça est très bien dans ce ressenti de la complexité, quoi. Et donc, plus largement, en fait, plus que des choses mécaniques, moi, ce que je te conseillerais, c'est d'utiliser des contextes narratifs, des contextes que tu vas jouer en bac à sable, où la complexité est légitime. Donc, le space opéra, bon, voilà, il y a plein de planètes et tout. La ville, je t'en ai déjà parlé de la ville, hein. Ça là, c'est toujours perçu comme complexe. Le méga donjon, voilà, c'est un environnement également
où la complexité est légitime. Le méga donjon, bien après on peut gérer une ville et un space op comme un méga donjon, mais le méga donjon, je trouve que c'est ça peut être une façon particulièrement simple de gérer la complexité, puisque tu peux écrire ton méga donjon comme un point crawl. Alors c'est quoi un point crawl? C'est on va aller de point en point, parce qu'en fait grosso modo, t'as les pièces de ton donjon, mais tu vas numéroter toutes tes pièces. Il y a des liens logiques entre chaque pièce qui sont les portes, les couloirs et tout. Et donc on pourrait littéralement résumer un donjon par des points qui sont liés les uns entre les autres, quoi. Ouais, t'es pas obligé de dessiner comme ça, mais intellectuellement, c'est comme ça que tu vas le gérer. En fait, un donjon, ce sont des points reliés entre eux par des liens logiques. Qui sont, il y a un couloir, il y a un téléporteur d'un endroit à un autre, il y a un PNJ qui te dit d'aller voir un tel autre PNJ, enfin voilà, il y a des liens logiques. Et l'avantage, c'est que généralement, un donjon, ça s'écrit un peu comme un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que euh, tu vas écrire tes paragraphes, il y a des liens entre les paragraphes, tout ça, mais en tant que MJ, quand tu lis, t'es pas obligé de dire. Je trouve qu'un méga donjon qui est bien fait, c'est pas la peine de tout lire à l'avance, en fait. Tu peux découvrir les choses au fur et à mesure, pièce par pièce et tout, quasiment en même temps que les PJ. Après, tu peux avoir quelques grandes lignes générales, quelques grandes interactions générales. Donc, peut-être que tu peux démarrer ton méga donjon par 1 à 2 pages, voilà, d'explication de c'est quoi les grandes interactions générales. Il faut savoir que les Skaven se font la guerre avec les orques, c'est patati patata. Euh, mais tu t'es pas obligé de beaucoup brasser l'information. Tout peut être assez cloisonné et quand même très très bien fonctionner en jeu. Bon, globalement, ton bac à sable, comment tu peux le rédiger de façon avec le moins d'efforts possible pour le plus de rendement possible? Moi, j'aurais envie de dire, par exemple, imagine un bac à sable avec, dis-toi, qu'il va y avoir 30 lieux différents, 30 PNJ différents et 30 monstres. Et voilà, déjà, si tu fais ça, après, ça peut être une ligne, tu vois, par lieu, une ligne par PNJ, une ligne par monstre, hein. C'est pas obligé que ce soit plus compliqué que ça. Bon bah, si on fait une ligne pour chaque, ça fait 90 lignes à écrire, quoi. Ça veut dire qu'en peu d'écriture, tu peux déjà avoir un bac à sable d'une complexité assez vertigineuse, quoi. Euh, pour renforcer en fait la complexité, tu peux opérer un tressage relationnel, même minime, et ça va vraiment provoquer une sensation d'interdépendance, excuse-moi, justement. Par exemple, c'est ce que je propose avec Écheveuil, qui est une méthode pour créer un bac à sable, où en fait Écheveuil, c'est un bac à sable avec essentiellement des PNJ et des lieux. Chaque PNJ, il est associé à un lieu où on peut le rencontrer, même s'il est capable d'aller ailleurs, mais sur ce lieu en particulier, il y a des chances quand même qu'on rencontre ce PNJ. Donc chaque PNJ est associé à un lieu et il est également associé à 2 autres PNJ du bac à sable. Et chaque lieu, il est donc associé à un PNJ, qui s'est expliqué, mais il communique aussi avec 2 autres lieux du bac à sable. Donc en fait, je fais une fiche où il y a un PNJ et un lieu sur chaque fois. Et chaque fiche, en fait, est connectée à 4 autres fiches, quoi. Et ben, globalement, ça crée très, très vite une impression qu'il y a beaucoup d'interdépendance. Et néanmoins, à manipuler, c'est assez facile, parce que moi, je fais fiche par fiche. Et quand je vois une fiche, je vois tout de suite qu'il y a des liens logiques avec 4 autres trucs et tout. Et donc, le PNJ, assez librement, il peut te parler de 2 autres PNJ, les lieux communiquent entre eux et tout. Et on va retrouver un peu ce côté point crawl que je te présentais avec le méga donjon. Et voilà, j'ai pas fait un schéma relationnel complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un PNJ qui en connaît 10 autres, tu vois, il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin du tout, on est beaucoup plus complexe sur le système des 5 degrés de séparation et tout. Euh, voilà, le monde est intriqué quand même si en fait c'est pas très compliqué à rédiger. Et ceci peut être improvisé, c'est-à-dire que cette règle-là de chaque PNJ est lié à 2 PNJ et chaque lieu est lié à 2 lieux, bah en fait, quand t'improvises, tu peux le faire aussi, quoi. Ça demande un tout petit peu plus
de prendre ton temps pour sortir les choses. Dès que tu balances un nouveau PNJ, hop, ben tu lui mets deux liens relationnels, pareil pour les lieux, mais ça peut être improvisé, quoi. Donc voilà, c'est pas une fatalité d'être obligé de, parce que là j'ai quand même beaucoup parlé de préparation, d'écriture, mais c'est pas une fatalité, on peut improviser. Un outil, bien sûr, qui va être parfait pour simuler la complexité, c'est l'émulateur de MJ. Euh, et bon, bah évidemment, je vais à nouveau te faire de la pub pour Biomass. Biomass est littéralement une machine à simpliciter à créer, à simuler de la complexité. T'as un univers entier qui est découpé en une quinzaine de scénarios mondes. Les scénarios mondes en eux-mêmes sont très complexes, avec beaucoup de situations possibles. Pour autant, la navigation dedans est simple. C'est plug and play et tout. Donc voilà. C'est De même, on peut avoir Alors là, je peux pas trop t'en parler parce que je sais pas comment le faire, mais je pense aussi à un autre idéal. Ça pourrait d'avoir des systèmes de jeux qu'on appelle easy to learn, hard to master, c'est-à-dire des jeux avec des règles très simples, mais avec des richesses d'interaction très très fortes. J'ai pas encore, j'ai pas d'exemple à te donner. Après, je pense que déjà avoir des univers avec, je t'ai parlé de système monde. Je pense que créer un univers avec des règles. Je vais y arriver. Avec, tu sais, quand tu peux créer un univers, tu peux simplifier un univers en créant des axiomes, mais tu peux aussi simplifier un univers en créant des règles du monde. Et ça pourrait être, essayons de créer un monde easy. Alors, en live avec toi, je vais essayer de créer un monde easy learn to hard to master. On va faire un monde de fantasy. On va dire, alors, première règle de l'univers, c'est l'alchimie. On peut, euh, on peut provoquer les alchimistes peuvent provoquer toute forme de transformation, mais sur le principe de l'échange équivalent, c'est-à-dire que on peut pas créer à partir de rien, on n'est que sur de la transformation. Mais après, les transformations peuvent être de toutes sortes, c'est-à-dire que on peut sacrifier une âme pour créer de la matière, ça c'est possible par contre. Voilà, première règle. Deuxième règle qu'on pourrait faire, c'est euh, les pactes avec les démons. Euh, dans cet univers, il y a des démons. Les démons peuvent rendre des services, mais bah, il faut leur rendre des services en échange, quoi. Hein. Donc on peut faire des pactes avec le diable. Allez, qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Euh, on pourrait dire des voyages dans le temps. Euh, on peut voyager dans le futur, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, tu peux créer un golem, une espèce de projection de toi qui va dans le futur, qui va faire des choses dans le futur, qui peut éventuellement changer le futur, mais qui ne peut pas revenir, quoi. Voilà, bon bah ça, déjà ça commence à faire un univers assez complexe. On peut faire quoi? On peut faire un système d'exploration, c'est-à-dire que il y a un monde vierge à explorer, mais tout explorateur transforme le monde. C'est-à-dire qu'on considère que le monde qu'on explore, il est très sensible aux interactions avec bah, tout simplement ce qui est humain, parce que c'est un monde qui n'a pas connu l'humanité, et du coup, le passage des humains bah, transforme littéralement, indéfiniment, et du coup, on va découvrir au fur et à mesure que je sais pas, que quand tu rencontres des fées, eh ben, il ne reste plus que quelques jours à vivre une fois que tu les as rencontrés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça me fait déjà 4 règles. Bon, la vidéo est déjà très longue. Je vais pas en inventer 5 ou 6 de plus. Mais là, déjà, tu vois, je t'ai inventé 4 règles. Et déjà, on a créé un monde
entre guillemets easy to learn, c'est-à-dire que si j'arrive à 6 règles, bon, je peux te faire un briefing en 10 minutes, quoi. 10 minutes, je t'ai briefé les règles du monde, mais hard to master, parce que il va y avoir, chaque règle peut provoquer pas mal d'aventures intéressantes, et il va y avoir des interactions entre ces règles du monde, pareil, très importantes, quoi. Ok. Euh, alors, on a parlé, j'aimerais revenir sur l'impro. Une façon d'improviser, de simuler la complexité, c'est de jouer à partir de Wikipédia ou d'un wiki si tu joues dans l'univers. Si tu joues de Pokémon, tu vas jouer à partir de Poképédia. Voilà, si tu joues Fondation SCP, tu vas utiliser le wiki de la Fondation SCP, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment une très très bonne façon de simuler la complexité malgré le fait que tu improvises. Je vais pas détailler plus parce qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur ce sujet-là. Autre aspect pour simuler la complexité, c'est le jouer en temps réel. Jouer en temps réel, j'ai déjà un peu expliqué, donc je vais pas expliquer trop longtemps, mais c'est le fait de considérer que on va dire, voilà, chaque demi-journée de fictionnel est importante et on va jouer chaque demi-journée un petit peu dans le détail parce que on s'intéresse à l'impact de tout, y compris de est-ce qu'on a nos rations, est-ce qu'on va réussir à dormir, monter la garde, tout ça, machin, quelles rencontres on fait sur le voyage. Et voilà, le jouer en temps réel, c'est une bonne façon de simuler la complexité, parce qu'on se rend compte que les actions les plus triviales ont quand même des conséquences et qu'il y a plein de micro-détails à gérer, plein de micro-gestions. Mais à l'inverse, tu peux au contraire faire beaucoup d'ellipses et faire jouer le poids du temps avec les personnages qui vieillissent, les environnements qui évoluent, les régimes politiques qui changent, les régions autrefois inexplorées qui sont maintenant colonisées, les armées en déplacement, ainsi de suite. Et là, je te renvoie à ma vidéo sur jouer le temps long. Après, tout ceci renvoie à une question principale, c'est que quand on a un univers complexe, comment on maintient le protagonisme? Comment les personnages peuvent avoir une influence, un impact dans un univers aussi complexe, dont d'ailleurs ils ignorent une bonne partie des engrenages, quoi. Eh bien, ma réponse serait que, en fait, un univers complexe, il a différents espaces qui sont plus ou moins agentifs. Agentif, ça veut dire plus ou moins euh, où les personnages ont plus ou moins d'impact, quoi. Et en fait, il va y avoir des espaces de l'univers où les personnages ont beaucoup d'impact. Bon, c'est globalement déjà les espaces où les personnages sont présents physiquement et tout. À partir du moment où les personnages y rentrent dans l'auberge, l'auberge devient un espace agentif, devient un espace où les personnages peuvent avoir beaucoup d'impact. Voilà, parce qu'on sait bien qu'une auberge sur deux finit brûlée par les PJ, quoi. Donc on voit bien que quand ils rentrent dans une auberge, ils ont tendance à avoir beaucoup d'impact sur l'auberge. Ouais, je sais vraiment être aubergiste dans. Je te renvoie en plus que j'ai fait une vidéo sur les tavernes et les auberges, donc je te renvoie dessus. Et il y a des espaces où sur lesquels les PJ ont très peu de prise, quoi. Euh, les mondes souterrains dont ils connaissent même pas l'existence pour le moment. Mais après, ces espaces, il y a toujours des interactions entre ces espaces. Et il est possible que ce qui se passe dans les mondes souterrains ait quand même un petit impact sur la vie des PJ, du genre, comment, ils vont explorer la cave de l'auberge et ils se retrouvent intoxiqués par une vapeur qui monte des mondes souterrains, tu vois. Parce que, en fait, dans sa black box, le MJ a fait que en fait la guerre entre factions des mondes souterrains a créé une explosion de gaz et tout qui remonte jusqu'à la taverne. Mais on peut aussi considérer, pourquoi pas, que les PJ ont de l'influence sur le monde souterrain sans s'en rendre compte, quoi. Et donc typiquement, je sais pas quoi, le l'aubergiste balance l'alchimiste, voilà, l'alchimiste balance ses produits usés, tu vois, dans les égouts.
Et en fait, ça pollue les mondes souterrains et ça provoque des mutations là-bas. Mais en fait, si les PJ empêchent la chimiste de bazarder ses produits chimiques, ça va avoir un impact sur le monde souterrain. Peut-être que les PJ se rendront pas compte, ils savent globalement qu'ils ont empêché une pollution, mais ils savent pas que cette pollution allait créer des mutants ou je ne sais quoi. Voilà, ça fait 50 minutes sans reprendre son souffle, c'est pas mal, on va s'arrêter là. Bon, bon, les vidéos précédentes, j'ai passé beaucoup de temps pour te parler de simplicité, là je te parlais de complexité, donc j'étais un peu plus légitime à prendre mon temps, j'espère. J'espère aussi que ça t'a intéressé, et on se revoit à la prochaine pour de nouvelles aventures, toujours sur le sujet du plus ou moins. Allez, ciao!